France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. La sirène de la liberté d'expression au quotidien sur France Maghreb de 16h, 18h, c'est le grand forum, ravi de vous retrouver en ce vendredi. J'espère que vous allez bien en ce premier jour de confinement ou de reconfinement saison 2. Ah oui, ça a démarré depuis cette nuit minuit et nous sommes donc pendant visiblement 4 semaines confinés. En tout cas, invité à rester à la maison le plus possible et surtout à aller travailler et d'emmener vos enfants à l'école. Voilà à quoi ressemble cette nouvelle saison avec quelques changements par rapport à l'édition première. Aujourd'hui, pour m'accompagner, Tarek Mami est avec nous. Bonjour Tarek. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et le vendredi aussi, la belle histoire est avec nous. Comment ça va la belle histoire ? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien ce premier jour de confinement qui n'est pas facile, mais cette saison 2 aura bien une fin et on espère la plus heureuse. Oui, surtout peut-être quand qu'on passera à la saison 3. Oui, peut-être, effectivement, on n'est pas à l'abri d'une vague, d'une troisième vague. Cela dit, Farid Tamsamani sera avec nous dans un instant, il a un tout petit peu de retard, mais pardonnez évidemment. Il sera avec nous en studio, vous allez vite comprendre que pendant ce confinement, on doit aussi nous s'adapter. Et beaucoup de nos chroniqueurs interviendront à distance pour respecter les gestes barrières et surtout pour la sécurité de nos chroniqueurs. On ne veut pas beaucoup de monde dans les plateaux. D'ailleurs, il y a des médias, Tarek Mami, je ne vais pas les citer, vous les connaissez, qui ont, depuis le début du confinement, n'ont jamais repris les invitations en studio. C'est-à-dire qu'ils n'interviennent que par Skype. Alors, et puis depuis 3 jours, en dehors des journalistes, il y a beaucoup d'invités ou de chroniqueurs, ou appelez-le comme vous voulez, qui parlent masqués, comme dit l'autre, et beaucoup d'interventions Skype et extérieures, comme actuellement sur une ou deux télévisions d'info continue. Exactement. Tarek Mami, vous allez nous parler de quoi dans votre sujet d'aujourd'hui ? Certainement de de ce qui s'est passé, enfin en rapport avec ce qui s'est passé hier ou pas ? Tout à fait. On va dire ce que j'allais dire. Moi, je ne suis pas, j'allais dire catholique. Je ne suis pas théologien. Je ne parle pas religion. Je fais des analyses politiques et j'essaie d'expliquer et de comprendre. On a Samy qui viendra tout à l'heure pour son émission religieuse. Il pourra répondre. Mais ce mélange de culte, de religion, de culture, de civilisation, de tradition, de ce que les uns et les autres font, commence à me sortir, et je ne parle jamais comme ça à la radio, mais par les trous des oreilles. Oui, très bien, ça nous va aussi les oreilles. Vous en expliquerez dans quelques minutes avec une petite question que vous poserez aux auditeurs. Au vu des différents attentats répétés sur notre territoire, la question toute simple aujourd'hui que l'on vous pose, faites-vous confiance au gouvernement pour assurer la sécurité des Français ? Parce qu'on le rappelle quand même, c'est le gouvernement qui est en charge de notre sécurité. Est-ce que vous vous sentez en sécurité ? En croire le sondage, 16% se disent oui seulement, donc la majorité disent non. On essaiera de savoir ce qu'il en est pour vous et puis évidemment on essaiera de vous sonder un petit peu pour voir comment s'est passée cette première journée de confinement, si vous avez réussi à aller au travail, si vous êtes muni de votre attestation. Il va y avoir un peu de tolérance visiblement pour ce premier week-end. À partir de lundi, visiblement ça va entrer définitivement en action et on parlera évidemment de ce qui va se passer à l'international, très important aux États-Unis avec cette élection. Joe Biden face à Donald Trump, qui l'emportera ? Et eh bien on en parlera tout à l'heure avec Farid Tamsamani, Tarek Mami et vous, chers amis auditeurs, au 01 40 33 9000, c'est votre numéro de téléphone évidemment pour nous joindre et en direct. Quelques petites questions, nous sommes messieurs le 30 octobre et la première d'entre elles, facile mais un peu d'histoire, qui devient chef de l'État italien en 1922 ? Mussolini. Bah oui, Mussolini, exactement. Benito Mussolini. Benito Mussolini, exactement. 1956, intervention tripartite, franco-anglaise israélienne, contre quel pays ? Suez. En Suez. Oui, mais c'est quel pays ? C'est l'Égypte, évidemment. Voilà. Israël, la Grande-Bretagne et la France. Et la France, ouais, tripartite. C'est ce que je... Oui. Voilà. Et puis les Américains et les Soviétiques de l'époque leur ont donné quelques heures pour quitter. Sinon,
ce sont les nouvelles puissances qui allaient régler. D'ailleurs, il y a un super grand livre qu'il faut lire, donc de celui comment il s'appelle, de celui qui va nous rejoindre les mardis pour la chronique, qui s'appelle 1956, fin de l'Empire français. Raphaël Logier ou Vincent Gesser? Notre nouveau chroniqueur du mardi après-midi, le professeur Raphaël Logier de sciences. Voilà, Liogier de Sciences Po à Marseille. Ex, c'est ça? Oui, ex-Marseille. Voilà, ex-Marseille. Qui redevient champion du monde des poids lourds de boxe? Mohamed Ali. Oui, en 1974, en battant Georges Foreman, en 1974. Alors, il s'appelait Cassius Clay à l'époque, je crois, en 1974. Pas encore Mohamed Ali. Et il était entre les deux. Ouais. Alors, ce que j'ai découvert, cher Christophe, et d'ailleurs, je vais publier un article sur le site de la radio, parce qu'il faut aussi parler de notre site, c'est que cette opération est une opération tuniso-tunisienne, c'est-à-dire que ce sont des Tunisiens qui ont monté cette opération avec la Fédération internationale de boxe, et surtout, cher Christophe, l'arbitre de ce match était un Tunisien, et il s'appelle M. Adala, et il est décédé avant-hier. Très bien. Et c'est comme ça que j'ai appris donc, que cette opération était une opération arbitrée par les Tunisiens, avec l'article donc, qui sera publié sur le site demain matin. Je fais appel à votre histoire, et là c'est de votre époque. Je cherche un homme politique français qui fut secrétaire d'État, mais aussi ministre sous les présidences de De Gaulle, de Pompidou, mais aussi de Valéry Giscard d'Estaing. Il est retrouvé mort dans la forêt de Rambouillet en 1979. Oui, Robert Boulin. Robert Boulin est une excellente réponse. Oui, et Boulin, alors c'est l'homme qui s'est noyé dans 10 cm d'eau. Oui, voilà. Oui. Robert Boulin, bravo, bravo pour la... Ministre du Travail. Oui, il a été secrétaire d'État, il a été ministre de différents ministères. Voilà. Alors, 10 cm d'eau. Hein. Oui, bah écoutez, comme quoi, il suffit pas grand-chose. Je cherche un réalisateur, mais aussi producteur et cinéaste français né en 1937. Non. L'aventure, c'est l'aventure, ou encore un homme et une femme, comme indice. Claude Lelouch. Claude Lelouch, effectivement. Et il est né en quelle année? En 37. D'accord, Lelouch, oui. Effectivement. Et enfin, dernière question, je cherche un ancien footballeur international argentin. Maradona. Oui, et c'est son anniversaire aujourd'hui, il est né en 1960. Je ne savais pas, mais quand on dit grand footballeur, il y en a deux, pour moi. Il y a Pelé. À moins que nos jeunes Français n'arrivent. Il y a Pelé, il y a Maradona. Oh, on peut rajouter Zidane quand même. Oui, tout à fait. Mais j'allais dire grand dans l'histoire, c'est ça. Et comme Pelé était quand même né avant 60, donc ça pouvait être que Maradona. Bon, la tchouktchouka des musulmans. Dans un instant, avec Tariq Mami sur France Maghreb 2. Et cette fois, c'est une tchouktchouka bien piquante, ouais. Bien harra, comme disent les Tunisiens. Surtout les Tunisiens, ils disent harra. Et ça ne fait pas honneur à la Tunisie d'aujourd'hui, ni à la Tunisie de l'histoire de la Tunisie. Et vous pourrez répondre à la question que vous posera Tariq Mami dans un instant. 01 40 33 9000, on sera rejoint par notre ami Farid Tabsamani. Et la question du jour, je vous la rappelle, au vu des différents attentats répétés sur notre territoire, faites-vous confiance au gouvernement français pour assurer la sécurité des Français? C'est la question que l'on vous pose sur Twitter, le grand forum FM2, et à laquelle vous pourrez répondre au 01 40 33 9000. Et vous pouvez évidemment intervenir pour nous dire comment ça se passe, votre confinement. On a regardé les chiffres de Santé Plus, Santé Plus, n'importe quoi moi. Santé publique. Santé publique, pardon. Et on a pris l'exemple de Lille. Écoutez bien parce que c'est illustrant comme quoi les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. 5 millions d'habitants, 90 lits de réanimation, 84 lits occupés. Parmi ces 84 lits occupés, 7 pour le Covid-19. Et c'est vérifiable, hein. Ce sont des chiffres que vous pouvez vérifier sur l'agglomération de Lille. A tout de suite les amis, sur France Maghreb 2, on est de retour avec Tariq Mami et Farid Tabsamani, la belle histoire qui va se mettre à l'écriture pour nous offrir le meilleur tout à l'heure, le résumé de cette dernière. A tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, mes amis, ravi de vous retrouver en ce vendredi dans nos studios avec Tariq Mami et avec Farid Tabsamani. Il est arrivé, mon Farid. Comment ça va? Très bien, et toi? Bah oui, très très bien, Farid. Tout va bien? Premier jour de confinement, ça va? Bah écoute, oui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de confinement, mais bon, oui. Ça va. Bon, c'est un petit peu dans les transports quand même, hein. C'est un peu plus vite que d'habitude. Ouais, mais sur la route, non, il y a du monde. J'étais en voiture, franchement, mon périph' était plein. Ouais, bon bah voilà. Il y en a quand même qui respectent, à l'image de Tariq Mami, heureusement qu'il y en a qui sont disciplinés. Hein, n'est-ce pas, monsieur Mami?
Ah, moi, j'écoute toujours mon président. Ah oui, d'accord. Alors, mon cher Farid, tout à l'heure, la question à la une que l'on va évoquer, répondre tout à l'heure, au vu des différents attentats répétés sur notre territoire, est-ce que vous faites confiance au gouvernement pour assurer la sécurité des Français? C'est la question que je vous pose aujourd'hui, à laquelle vous êtes invité à répondre. Pour l'instant, 16% disent oui sur Twitter, le Grand Forum FM2. Qu'en pensent nos auditeurs? Eh bien, on tâchera de le savoir au 01 40 33 9000. On parlera aussi un peu des élections américaines, quand même, ça avance à grands pas, c'est pour bientôt, c'est dans la nuit du 3 au 4 novembre. Joe Biden face à Donald Trump, qui sera le gagnant selon vous, au vu des dernières analyses que vous pourrez en faire avec Tarek Mami. Mais avant toute chose, cher Farid, cher Tarek, eh bien Tarek Mami, vous allez nous expliquer aujourd'hui pourquoi vous souhaitez donc nous faire un billet sur toute cette ambiance un petit peu particulière et de cette chouk-chouka des musulmans. Et je crois que la sauce va être piquante, Tarek. Tout à fait. Hier, au réveil, au petit matin, on apprend qu'un énième attentat, énième parce que je ne vais pas compter le nombre, vient d'avoir en France pour un attentat dans lequel sont assassinés des citoyens, des citoyennes qui n'ont rien à voir, ni à titre personnel, ni à titre collectif, avec les haines des uns et des autres, et avec les interprétations moyenâgeuses de la religion musulmane. Énième, certes, mais deuxième dans une église à Nice, une cathédrale à Nice. Et au réveil, comme tout le monde, je suis réveillé ou presque par la dépêche de cette information. Et d'habitude, moi qui suis très réactif, qui écrit rapidement, qui réfléchit rapidement, je n'ai pas trouvé les mots pour moi-même, je n'ai pas pu écrire un édito, je n'ai pas pu comprendre ou m'expliquer à moi-même cette succession d'actes, parce qu'il m'a semblé qu'il n'est plus utile de dire ceci n'est pas l'islam, de dire si c'est pas nous, de dire tout ce que nous avons tous à raison l'habitude de dire tout le temps. Quand l'esprit est suffoqué, les mots ne viennent pas. La raison s'en va. Et on se demande dans quel pays, dans quelle période nous vivons, puisque nous ne sommes plus l'être humain normal, nous ne sommes plus le citoyen normal. Je ne sais pas ce qu'on devient pendant les quelques minutes où l'on apprend ce genre de mauvaises informations, j'allais dire. Et sur ce, donc, toutes les idées, tout ce que j'ai pu lire dans ma vie sur l'islam, autour de l'islam, se sont entrechoqués. Politique, économie, religion, culture, inculture, encore une fois, les mots ne voulaient pas se mettre dans l'ordre. Histoire de religion, encore plus. Coexistence, je n'aime pas ce mot, l'est encore plus. Chrétienté, islam, judaïsme, 3 religions monothéistes, ça ne veut pas passer non plus. Et tout d'un coup, je me dis, il y a peut-être 2 choses à dire, 2, pas 3, pas 4. La première, c'est que ceux qui sont dans le culte, dans la religion, qui maîtrisent le Coran, son texte, son contexte, et ce qu'on appelle en arabe asbab nuzul, les conditions de la descente des versets, doivent sortir du poids pour nous expliquer ce que dit en définitive cette religion, d'après leur compréhension, et tous les autres doivent soit parler citoyenneté, république, vivre ensemble, parce que nous sommes tous français, nous sommes tous dans ce pays, soit se taire. Mais être inculte en religion et venir faire du commentaire pour faire du buzz n'auront service à personne, ni aux musulmans,
ni aux non-musulmans, ni à la République. Le président de la République, M. Emmanuel Macron, a dit, heureusement, hier, quand il s'est déplacé à Nice, une phrase sur laquelle tout le monde doit réfléchir aujourd'hui. En France, il n'y a pas de communauté, comprenez avec S à la fin. Il n'y a qu'une seule communauté, la communauté nationale. Encore plus, dans son éditorial, Natacha Polony du journal Marianne, qui n'est pas soupçonnée d'être ni pro-islam ni pro-islamiste, a fini ce matin dans son éditorial de Marianne pour dire pratiquement la même chose. Il ne faut pas aujourd'hui mélanger tous les citoyens avec les personnes qui utilisent cette religion. La question que je poserai aux auditeurs à l'instant, cher Christophe, chères auditrices, chers auditeurs, est est-ce que vous comprenez cette succession d'attentats au nom d'une religion que nous aimons tous, les pratiquants, les moins pratiquants et les pratiquants. Merci. Question à laquelle on serait tenté de dire on ne peut pas comprendre, c'est incompréhensible. Enfin, je sais pas, Farid Tabsamani, est-ce qu'on peut répondre à cette question et de quelle manière peut-on y répondre? Bah, on peut y répondre, ça veut dire que, comment dire, ça montre le degré d'ignorance des gens qui pratiquent ou qui se réclament de cette religion-là, de manière très simple. Il est évident que pour l'immense majorité, pour pas dire la quasi-exclusivité des gens qui composent cette religion ou se réclament de cette religion-là, c'est complètement incompréhensible. Néanmoins, moi je pense que ça n'est pas forcément lié à la religion. Même si, mais ça concerne très peu de gens en vérité qui maîtrisent les sujets, même s'il y a quelque chose à faire d'un point de vue purement théologique en la matière. Sur ces derniers attentats, en réalité, pour moi, ils ne sont pas du tout religieux ou liés à la religion. C'est la facilité pour quelqu'un de dire, effectivement, de crier Allahu Akbar ou quoi que ce soit. Je pense que c'est plus quelque chose de lié à de l'ordre psychiatrique, que ça soit en France ou à l'étranger. Et je vais me répéter, même si je ne veux pas me faire des amis, c'est, concernant nous, franco-français, c'est quelque chose de lié à la politique d'immigration ou à la politique liée aux réfugiés. Il ne faut jamais généraliser, j'entends bien, mais là, on a deux exemples très concrets de gens qui ne sont pas nés ou dont les familles ne sont pas forcément installées sur le territoire depuis très longtemps. Alors, même si elles sont incomparables, parce qu'il ne faut absolument pas comparer les drames, malheureusement, mais en tout cas, il y a un vrai problème, en tout cas une interrogation à avoir sur la politique migratoire et notamment sur les réfugiés. Alors, les réfugiés, c'est d'abord des gens qui quittent malheureusement leur pays. Je le dis ça en connaissance de cause. Donc, c'est jamais agréable. Malheureusement, vous avez, et on ne peut pas faire des plans sur la comète, mais ce personnage-là qui a commis cet attentat horrible. Je ne suis pas certain qu'il ait prémédité ou quoi que ce soit. La difficulté, c'est quoi? C'est que vous avez une partie des gens qui psychiatriquement sont souffrants dans des pays à la base d'origine, et qui, lorsqu'ils arrivent ici, ou essayent d'arriver jusqu'ici, dans des conditions, il ne faut pas le nier, déjà assez catastrophiques, où la majorité des êtres humains normalement constitués ne pourraient même pas survivre à la traversée de la Méditerranée, par exemple, dans des conditions compliquées. Et lorsqu'ils arrivent ici, finalement, l'Eldorado n'existant pas, parce que la crise sociale et économique est tellement violente pour tout le monde que, je pèse mes mots, les gens ont du mal à manger à leur faim. On le voit dans les rues de Paris, hein. Les gens qui sont réfugiés, qui sont les derniers primo-arrivants, parfois sont des gens qui font la manche. Il ne faut pas se mentir. Et donc, du coup, vous avez des gens qui, à un moment donné ou à un autre, pètent un câble. Ça, c'est mon avis d'un point de vue global. Ensuite, vient se rajouter ce qu'on appelle l'ambiance générale. Et on va pas se mentir, vous avez un contexte dans notre pays, ou même en Occident ces derniers temps, où il y a un affrontement, par exemple, pour ne pas le nommer, un affrontement entre la France et la Turquie, je parle pas du peuple, hein, mais je parle des autorités notamment, qui ne facilitent pas. Et donc du coup, quand vous avez des gens qui sont, pardonnez-moi l'expression, c'est méchant ce que je vais dire, faibles d'esprit,
qui peuvent parfois passer à l'acte sans forcément l'avoir prémédité ou quoi que ce soit. Donc il faut faire très attention. C'est pour ça que moi j'accorde une grande part de responsabilité lorsqu'on est dans les médias, hein, comme maintenant, cher Christophe. C'est que en fait il faut faire très attention. C'est que vous avez des gens qui écoutent. Les réseaux sociaux sont un accélérateur malheureusement de ces difficultés. Il faut pas se mentir, mais voilà, je suis pas certain que ça soit complètement lié à la religion. Alors, vous allez peut-être me dire, mais l'immense majorité des attentats, peut-être, sont liés, ou en tout cas déjà qui se réclament de telle ou telle religion. Je ne le nie absolument pas, mais je fais un distinguo entre la religion en elle-même, en tout cas la parole divine telle qu'elle nous a été transmise, et les gens qui pensent ou qui se réclament de telle ou telle de cette religion-là. Donc moi, je fais très 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 attention. Alors, une fois que j'ai dit ça, il faut qu'on revienne à la réalité des choses. Vous avez des gens innocents qui décèdent, et ça, c'est impossible. Et des gens innocents qui décèdent, ça peut être n'importe qui d'entre nous. Il faut bien se mettre ça dans la tête. C'est clair. C'est pas parce que... Et c'est pour ça que c'est très vicieux. C'est que, vous avez vu, hein, parmi les 3 victimes, enfin, elles sont toutes victimes, donc elles ont le droit à notre compassion, toutes les 3. Mais il y en avait une qui était immigrée, finalement. La personne qui va se réfugier dans un restaurant à côté est une personne d'immigré, qui est également immigrée, qui cherche qu'à améliorer son train de vie en France. Et donc, du coup, tout le monde peut être touché. Et il faut qu'on soit très, très, très vigilant. La question, elle est très claire, hein, de Tarek Mami aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez qu'il y ait des individus qui commettent des attentats comme ça au nom d'une religion? Une question un peu provocatrice, Tarek Mami. Tarek qui met son retour, Tarek, voilà, c'est pour ça qu'il nous entend pas. Tarek Mami. Au nom d'une religion, une question un peu provocatrice, Tarek Mami. Baissez le retour, Tarek, baissez votre retour derrière. J'ai écouté l'intervention alors, j'écoute, mais c'est assuré. Oui, mais parce que vous avez un retour qui est un peu éloigné, donc c'est pour ça que vous nous entendez pas, et quand je vous pose une question, vous me répondez 30 secondes après, on a l'impression, vous savez, d'être un envoyé spécial en Australie. C'est assuré, de toutes les façons, sinon je veux revenir. J'ai écouté donc l'intervention de Cheikh Farid, j'ai rien à rajouter, mais peut-être que moi-même, je suis bouleversé, j'ai oublié de commencer comme je devrais, comme je dois le faire d'habitude, par dire ma compassion pour ces 3 personnes assassinées, pour présenter bien sûr mes condoléances les plus sincères pour les familles de ces personnes, pour l'ensemble donc de l'Église catholique, puisqu'ils ont été assassinés dans une église. À la fin, on ne trouve plus les mots. Et oui. Donc, c'est ce qui me perturbe le plus. Mais moi, ce qui me perturbe le plus, Tarek... Quand je dis... Tarek Mami, pardon Farid, oui, il faut aussi au moment où on soit capable de se poser les bonnes questions. Vous avez énuméré à juste titre la problématique au sein de ce qui peut apparaître comme des problématiques liées à la communauté. Mais est-ce qu'on peut aussi évoquer les problématiques dues, parce que beaucoup s'en réfèrent, à la politique étrangère de la France? Je me rappelle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître peut-être, où par exemple, sous temps de Chirac, les pays arabes étaient nos alliés. Aujourd'hui, ce sont nos ennemis, au travers de ce qui se passe et du boycott et de cette affaire avec la Turquie. On a tout ce contexte aussi avec notre intervention en Syrie, qui a été une véritable catastrophe. Notre intervention au Mali, qui en est une autre. En Libye aussi. Il y a tout ce contexte géopolitique, messieurs, qu'il ne faut pas occulter. Il est important pour comprendre des choses. Ça ne veut absolument pas dire que cela justifie, mais on y apporte quand même des petits bémols. Alors, 2 choses, Sir Christophe. D'abord, la première, c'est effectivement l'accession au pouvoir de M. Sarkozy, qui j'espère nous écoute, j'allais dire, non pas en tant qu'auditeur de la radio, mais en tant que population, citoyen français de confession de culture musulmane et les échos. M. Sarkozy n'a pas fait du bien, et je le dis, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours pensé, à ce pays, puisqu'il a changé ce qu'on appelait à tort
la politique arabe de la France, mais a raison la politique gaulliste de la France, en faisant de la France un petit, j'aime pas l'expression, mais c'est comme ça, mais un petit chien qui suit la politique américaine, puisqu'il a été accepté ce que le président Chirac avait refusé. Les Américains avaient demandé à M. Chirac de revenir dans l'alliance OTAN, donc dans le commandement militaire. Il a dit oui à une condition, que la France soit la responsable de tout ce qui se passe en Méditerranée, de manière à ce qu'on soit un partenaire et non pas quelqu'un qui reçoit les ordres et les exécute des Américains. Et M. Sarkozy, dès qu'il est arrivé, il a fait le contraire. Il a tout accepté. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, vous avez un renversement. Cependant, je le dis, et je le répète, je le pense, cher Christophe, chers auditrices, chers auditeurs, la politique étrangère française doit être réglée entre les citoyens français de France. Et nous ne devons à aucun moment, parce que la France a fauté en Syrie, avec M. Fabius qui dit qu'Al-Nusra a fait du bon travail, avec M. Sarkozy, M. BHL, M. Juppé et tous les autres qui ont été en Libye détruire un pays, ce n'est pas une raison suffisante pour que nous-mêmes, qui sommes citoyens français, puissions utiliser cette vérité, cette réalité politique pour faire des choses contre notre pays. Non, bien entendu, c'est pour comprendre, c'est tout. Non, mais je le dis, cher Christophe, ou que d'autres de l'extérieur viennent nous donner des leçons et viennent punir notre pays. S'ils viennent punir notre pays, ça veut dire qu'ils viennent nous punir nous-mêmes. Et c'est à ce titre que nous devons régler, comme dit l'autre, les affaires de famille et les franco-français en France et dire à nos dirigeants que nous ne sommes pas contents, que nous sommes contre les interventions en Syrie, en Libye et au Mali et ailleurs, tout en dénonçant les assassins extérieurs et les assassins de l'intérieur. Farid. Il y a un seul mot dans le long et super développement de notre ami Farid. Cher Farid, l'assassin d'hier, ça fait moins d'un mois qu'il est sur le territoire français. Donc lui, il n'a pas eu le temps d'être déçu par l'absence de l'Eldorado. Il n'a pas encore eu le temps de demander un récit à qui on le refuse. Détrompez-vous. Donc, aujourd'hui, non mais je termine là, je vous laisse la parole. Aujourd'hui, ça se mélange entre ceux qui ont construit dans la tête de prétextes de révolte et ceux qui viennent de l'extérieur, terroristes, haragas, c'est-à-dire ceux qui ont brûlé les frontières ou réfugiés et qui, pour des raisons X, j'allais dire, ne respectent pas les pays dans lesquels ils mettent les pieds. Chez les Maghrébins en général, il y a une belle phrase, on dit ces gens-là mangent les fruits et insultent ceux qui les ont produits. Farid. Bon, plusieurs choses par rapport à ce que vient de dire cher Tariq Mami. Bon, j'ai bien compris qu'il avait une dent et c'est tout à fait propre à lui contre Nicolas Sarkozy. Je pense qu'il a juste oublié un grand passage de l'histoire française de la Ve République. C'est notamment notre feu François Mitterrand. On peut pas dire que les socialistes et Mitterrand avaient une politique arabe exacerbée. Je l'accorde. Il y a Chirac qui est venu remettre. Il y a Chirac qui est revenu. Chirac. Moi, je parle de Chirac. Qui est revenu. Non mais c'est facile parce que en fait on dit Chirac. Chirac c'est celui qui a laissé la plus grande catastrophe dans notre pays. Je le dis et je pèse mes mots, même si c'est pas bien de le dire. À quel niveau ? À un niveau économique, social, sociétal. Oui, jusqu'à politique extérieure. Et concernant la politique extérieure, en fait, c'est une grande hypocrisie que de dire que Chirac avait une politique arabe. Alors, comme les images parlent pour lui avec cette fameuse altercation, notamment, si je dis pas de bêtises, à Jérusalem. Je sais pas si c'était Jérusalem. C'est Jérusalem, voilà. Voilà. Ouais. Donc, du coup, il a forcément une image très correcte. Moi, je vais vous dire une chose. Et vous passez à côté de son refus de la guerre. Alors, justement, j'allais y venir. J'allais y venir. Qui est quand même une dimension. Alors, savez-vous, cher Tarek, mais le problème, c'est que c'est pas public. En tout cas, ça n'intéresse pas la masse des gens qui peuvent nous écouter ou quoi que ce soit. C'est que lorsque Dominique de Villepin fait ce fameux discours à l'ONU où, effectivement, la France refuse d'aller au combat, contrairement à François Mitterrand, petite parenthèse. Pas au combat, à l'invasion d'un pays. À l'invasion d'un pays, effectivement. En tout cas, au soutien des Américains, puisque en fait, la France est alliée indéfectible des États-Unis. Et à ce moment-là, les Français disent... Contrairement à Mitterrand en 91. Savez-vous que la France, le lendemain, je dis pas
des semaines ou des mois après, le lendemain, a mis à disposition tout ce qu'elle pouvait avoir de militaire pour les États-Unis d'Amérique. Ce sont des accords qui sont signés le lendemain par Dominique de Villepin suite à une pression américaine très forte, c'est vrai, mais en tout cas qui n'est absolument pas public, pas du tout médiatisé. Donc moi, quand j'entends dire que la France, en réalité, a dit non à l'invasion, etc., je peux vous dire que l'invasion a été faite en appui des Français. Donc c'est très hypocrite. C'est complètement hypocrite, ça s'appelle la politique étrangère. Oui. Je ferme la parenthèse là-dessus. Sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur le terroriste d'hier. Je ne sais pas combien de temps ça faisait qu'il était sur le sol français. Croyez-moi, en fait, il se trouve que il m'arrive de rencontrer malheureusement des gens qui sont vraiment dans des situations très difficiles, encore même sur Paris. Et ils sont pas là depuis maintenant des mois et des mois. Parfois ils arrivent. Parfois, ils sont arrivés la semaine dernière, 2 semaines, 3 mois, 3 semaines, 1 mois, etc. Ce que je veux dire par là, c'est pas pour excuser ou quoi que ce soit. C'est que vous avez une partie de la population, on va dire notamment des pays des gens qui sont issus de pays qui émigrent dans des situations déjà psychiatriquement très difficiles. Il faut pas le nier. Et les pays d'origine, parfois, poussent à ce que ces gens-là puissent émigrer, puissent hareg, comme on dit, comme vous l'avez parfaitement dit. En l'occurrence, là, il s'agissait d'un Tunisien, mais on peut parler de la même chose de tout l'ensemble des pays du Maghreb, et même parfois des pays subsahariens. Ce que je veux dire par là, c'est que la politique, ce que les gens ne veulent pas, en tout cas, le débat, en tout cas, qui est assez tabou, notamment dans la communauté, dans notre communauté, c'est la politique migratoire. Pourquoi ? Parce que comme nous sommes tous issus, et moi le premier, de l'immigration. Moi, je n'ai pas honte de dire que mon père, paix à son âme, en fait, est venu parce qu'il n'avait pas de quoi manger, notamment dans son pays d'origine. La difficulté, c'est que tant que nous, enfants d'immigrés, nous ne prendrons pas ce sujet à bras-le-corps, qui peut être tabou, je peux le comprendre, vous aurez mécaniquement, parfois, de temps à autre, des situations comme celle-ci. Et je terminerai sur une chose. Il est évident que ce terroriste d'hier, je pense, je ne le connais pas, et je ne connais pas où est-ce qu'elle en est l'enquête, mais n'a aucun lien avec l'actualité de ces 2 dernières semaines, je pense. Je pense qu'il y connaît. Je pense qu'il connaît. Oui, tu as raison. Il a 21 ans. Genre la loi sur le séparatisme. Voilà, la loi sur le séparatisme et la situation. Il ne connaît même pas. Je pense qu'il ne sait pas ce que c'est. Oui, c'est clair. Donc, oui, pardon. Il est arrivé en Italie le 20, donc le 20 octobre, le 20 septembre. Nous sommes donc le 28 et il est rentré en France donc une dizaine de jours après avoir obtenu un document italien dans un pays dans lequel il ne parle pas la langue. Et donc celui-là, il est plutôt, j'aime pas l'expression, mais il est probablement en mission commandée et pas séparatisme et pas caricature. Mais bon, vous dites... Vous pensez que... Je reprends à mon compte cette phrase. Je dirais plutôt que c'est des jeunes endoctrinés, parce que pour les Tunisiens, et aujourd'hui, moi qui ne suis pas très Facebook, j'ai été faire un tour, tous les Tunisiens de Tunisie se moquent de ce personnage, de la politique tunisienne, en disant une chose, cher Farid, c'est que cet assassin, ce terroriste, avait 10 ans quand Ben Ali est parti, et donc tous ceux qui ont discours qu'il y a eu révolution et après la révolution les choses donc ont basculé de bon côté de l'histoire. Ça, c'est la production des 10 dernières années de ce pays, la Tunisie, comme dans d'autres. Donc aujourd'hui, il n'a pas connu la France et j'ai l'impression, et j'espère que l'enquête le démontrera, il est venu en mission. On accueille Mohamed qui nous appelle de Sevran, qui est avec nous, qui souhaite prendre part au débat. Mohamed, bonjour. Bonjour à tous, salam alaikum, Tariq, Farid. Bonjour Mohamed. Bonjour. Ouais, bon, la barre est haut, bon, je vais essayer d'être à la hauteur. En fait, moi j'ai un regard moins, on va dire le petit bonhomme de la personne qui vit en France quotidiennement, qui regarde son journal, le journal télévisé ou qui lit son petit journal. Et c'est vrai que tout se mélange. Et je me suis reconnu un petit peu dans Tarek, je me permets, je vous tutoie Tarek dans tout ce que tu as dit. Mais pas avec ces mots, je serais capable de m'exprimer ainsi, mais je me suis reconnu, c'est l'incompréhension totale. Mais c'est tout qui se mélange, parce que même nous, en tant que musulmans pratiquants, dans notre petit coin, on va travailler le matin, on rentre, et toutes ces choses-là, ils s'accumulent, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Il a dit, ça sort par les oreilles, moi ça fait longtemps que ça me sort par les oreilles, mais là, ces derniers jours, encore plus, quoi. Malheureusement, ces décès, là, de Samuel Paty, à son âme, et également ces 3 personnes, leur âme,
Mais c'est vrai que ça ne sort par les oreilles. Ils y sont pour rien, mais nous aussi, on y est pour rien. Et c'est se cumule. Au bout d'un moment, je dis pas que je comprends, parce que c'est incompréhensible. Mais qu'il y en a qui pètent les câbles, tôt ou tard, on va entendre des gens, des monsieur tout le monde, qui, malheureusement, par une altercation, parce que, et ça n'a rien à voir avec le terrorisme, c'est le fait du ras-le-bol, ça va mal finir une bagarre ou peu importe, une altercation, et hop, il va basculer, c'est le terroriste qui a tué. D'abord, première chose, Mohamed, il n'y a pas de petits gens ici, chacun s'exprime avec ses mots et avec son vécu, d'accord? On n'est pas là pour être plus intellectuel que tous les intellectuels du monde, chacun s'exprime et vous l'avez fait formidablement avec vos mots et avec votre vécu, Mohamed, ça c'est très important à rappeler. Parce que voilà, il n'y a pas de gens supérieurs à d'autres ici. Voilà. Non mais c'était ce que je voulais rappeler. Mohamed, tu fais quoi dans la vie, Mohamed, comme travail? Moi, je suis conducteur de travaux. Conducteur de travaux. Donc, le confinement, ça vous concerne pas? Vous travaillez, vous? Non, moi, je travaille. Voilà. Ouais. Moi, je travaille, je vais travailler, je rentre chez moi. Après, j'ai pas le droit de sortir le week-end. Voilà ce qui se passe. Bon, eh ben, merci beaucoup, Mohamed. En tout cas, bon courage. Christophe, je salue parce que oui. Merci à toi, Christophe. L'auditeur est de Sevran. Voilà. Oui. Allez. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Attends, bouge pas, Mohamed. Qu'est-ce qu'il y a, Farid? L'auditeur est de Sevran, il me semble. Voilà, Oui. donc, voilà, je voulais juste saluer tous nos amis qui nous écoutent et je sais qu'ils sont très nombreux sur Sevran. Très bien. Merci, Mohamed. Bon week-end à toi et bon confinement. Merci, à très bientôt. 01 40 33 9000. Vous l'avez compris, dans cette émission, chacun peut s'exprimer avec son vécu, avec son histoire. Chacun a la sienne. Et on vous attend. 01 40 33 9000. On est de retour très vite, juste après la pub, avec Tarek Mami et Farid Tamsamani sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Une émission d'utilité publique, on peut le dire, le grand forum sur France Maghreb 2, tous les jours 16h-18h avec Tarek Mami, avec Farid Tamsamani en ce vendredi, et avec aussi Samir qui nous attend au téléphone. Il sort du travail, Samir. Bonjour, Samir. Oui, bonjour messieurs, bonjour à tout le monde, bonjour aux auditeurs. Il fait quoi comme travail, Samir? Je suis comme l'auditeur précédent, je suis conducteur de travaux. France Maghreb 2, premier sur les conducteurs de travaux, donc très bien, formidable. Je gère 50 bonhommes sur les chantiers, j'ai plusieurs chantiers à gérer à la fois. Bon courage. Voilà, ça ce sont les gens du terrain, ça les amis, vous entendez? Samir, on t'écoute mon Samir. Alors bon, moi je vous explique un peu mon parcours si je peux le faire. Moi je suis né en France en 71, à Issy-les-Moulineaux, de père marocain, de mère marocaine. Mon père est arrivé en 64, mon grand-père est venu bien avant, était couplier marocain à l'époque. Donc, voilà la relation que j'ai avec la France. J'ai 4 sœurs et un frère qui sont tous nés en France. J'ai fait mon armée en France. Moi je l'aime cette France. Je vous dis la vérité, je l'aime. Je suis d'origine marocaine, j'aime le Maroc, mais j'aime aussi la France où je suis né. Aujourd'hui, je me reconnais pas, moi, avec ces événements qui sont atroces, qui nous font tous souffrir. Je suis musulman, je suis pratiquant. Ma religion, je la pratique dans la sphère privée. Aujourd'hui, les gens de ma génération, on a vu des mosquées dans les caves. On a vu l'évolution des mosquées. Et aujourd'hui, tout ce qui a été construit, il a été détruit par ce genre de phénomène, ce genre de taré. Et ça me met vraiment hors de moi. On est obligé de se justifier indirectement en disant que c'est pas ça l'islam. Mais je sais pas comment on est arrivé à ce phénomène. Mais ils nous ont fait mal, ils vont nous faire mal encore longtemps. Et je sais pas, c'est une équation qu'on n'arrivera jamais à résoudre. Je sais pas comment ça va finir. Il y aura des dommages collatéraux et c'est ça que j'ai peur justement, c'est qu'il y aura des dommages collatéraux parce qu'il y aura une sphère dangereuse qui va être créée de part et d'autre et ça risque de faire très mal. Et aujourd'hui, on n'a pas les moyens de prouver, on n'a pas les moyens de se défendre parce que les gens indirectement, je les comprends un peu parce que quand je dis indirectement, ils vont généraliser. J'ai essayé de me mettre dans la peau, je sais pas si tout le monde a fait ça, mais à un moment donné, j'ai essayé de me mettre dans la peau d'un François, d'un Jean-Jacques. Et j'ai un peu compris leur réaction sans vouloir la défendre. Et aujourd'hui, mais franchement, je vais résumer par la situation, c'est vraiment inquiétant.
Et ben j'ai mal et je pense qu'on est des millions à avoir mal. Et voilà, je voulais témoigner pour ça. Samir, votre témoignage, moi personnellement, j'ai rien à y rajouter. Franchement, vous êtes, je pense, le porte-parole de beaucoup de millions de personnes qui peuvent éventuellement nous écouter ou qui peuvent se retrouver dans ce que vous venez de nous dire. Je sais pas ce qu'en pense Farid et Tarek. Merci en tout cas, Samir. Merci beaucoup. Je vais peut-être laisser la parole à Tarek. Non, mais là, pour le coup, ce sont des témoignages du terrain. Vous voyez, le gars, il est conducteur de travaux, il travaille. Il consomme, il participe à ce pays, il y est né, il l'aime. Et aujourd'hui, ils s'y sont plus bien parce qu'effectivement, il y a tout cela. Et malgré tout, il croit encore. Il a un peu de positivité dans son témoignage. Et ce qui est extraordinaire, c'est son vécu, son histoire. Elle est frappante parce que elle rejoint beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui peuvent se retrouver dans cette histoire de notre ami Samir. Moi ça quand même ça m'émeut et surtout ça me rassure quand j'écoute ce genre de témoignage. Tarek Mami. J'ai envie, Christophe, de reprendre votre phrase de début. Je n'ai rien à ajouter à ce témoignage qui me réconforte dans une chose, c'est que quelle que soit la douleur que nous ressentons, nous devons rester dans l'espoir, parce que nous sommes des êtres humains, parce que cette religion promeut l'espoir, et donc peut-être qu'avec des millions de personnes comme celui-là, parce qu'après tout, les terroristes et les assassins sont une infime minorité, évidemment. Tout n'est pas encore perdu dans cette communauté avec un grand C, national, avec ses citoyens musulmans, donc je n'ai rien à rajouter. Au contraire, je le remercie, lui et l'auditeur précédent. Peut-être, cher Christophe, et c'est l'avantage de cette émission, peut-être que c'est ça la réalité des citoyens dits de confession ou de culture musulmane, contrairement à toute la haine qu'on déverse par seau et par, et par camion sur cette communauté dans les télévisions. Donc, j'ai rien à dire sur le fond. Le reste, c'est de l'émotion. Oui, et on est d'accord, Farid, pour le coup, avant d'accueillir Rim qui nous attend du côté de Noisy-le-Grand. Oui, sur ce que l'auditeur a exprimé, c'est très profond. Et en vérité, ils sont des millions. On est des millions à être comme exactement. Je suis obligé de faire un bémol par rapport à ce que vient de dire cher Tariq, c'est que cet auditeur-là, il a expliqué le parcours de sa famille, notamment que son père, son grand-père, je crois, était en France depuis un certain temps. Oui. On va pas se mentir, c'est pas cette génération-là qui pose problème aujourd'hui. C'est beaucoup plus complexe, et pour moi, encore une fois, ça n'est pas lié à la religion, mais c'est lié à une frustration de différentes choses. Moi, je l'appelle... j'avais écrit un truc qui s'appelait de la ghettoisation à la marginalisation. En réalité, c'est la juxtaposition de beaucoup trop d'éléments qui, dans les dernières générations, en fait, bloquent ou d'autres profitent justement de ces frustrations-là. Mais heureusement, il faut garder espoir, et cher Tariq Mami a complètement raison, c'est que heureusement qu'il y a la majorité des gens sont comme celui-ci. Mais encore une fois, il faut que nous, ensemble, on puisse affronter les vrais sujets sans tabou pour que on dirait que ça vous rassure. Moi, ce qui me dérange, ce qui m'interpelle, c'est qu'on dirait que Tarek et toi, d'entendre ce genre de témoignages, ça vous rassure. Mais les gars, et on en a plein des témoignages comme ça, les gens qu'on croise tous les jours, qu'on connaît, ils sont tous comme ça. Non, ils sont pas tous comme ça. Comment ça, ils sont pas tous comme ça? Ils sont pas tous comme ça, c'est pas vrai. Ils sont pas à l'image de ces tarés pas qui du tout. Commettent, qui représentent une infinité pas du tout. Et Christophe, notre auditeur dit un truc, il dit « J'aime cette France de toutes mes forces ». Je peux te garantir que c'est pas le cas de tout le monde. Ah oui. Et des gens qui ont un passeport rouge... Ils te disent le contraire quand ils sont ici, mais quand ils sont à l'extérieur, ils adorent la France. Excuse-moi. En tout cas, il y a un sentiment chez certains qui n'est pas celui complètement de notre auditeur. Bon, on va accueillir Rim. Rim, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes au travail, vous êtes à la maison, vous êtes où, Rim? Je suis rentrée du travail, justement, et comme tous les soirs, je vous écoutais. Et d'écouter les témoignages juste avant, en fait, j'en ai eu la chair de poule, et je suis sortie de l'autoroute. Pourtant, c'était pas ma sortie. Je me suis dit, faut que j'essaye de les avoir, et parce que j'ai exactement le même sentiment que les personnes d'avant, en fait. Alors, je suis émue parce que j'ai mal, comme il a dit le monsieur juste avant, j'ai mal en fait, mon âme a mal, l'humaine que je suis a mal de voir cette humanité en fait et cette détestation entre nous.
la détestation de la religion, la détestation. En fait, on ne respecte plus rien. On respecte pas le droit de croire ou de ne pas croire, de pratiquer, de ne pas pratiquer, d'être blanc, d'être noir. On est dans la détestation. L'humanité va mal et c'est ça qui me fait mal. Moi, en fait, je ne me reconnais pas dans cet islam-là. Je me trouve obligée, limite, de me justifier. Et j'ai pas envie de me justifier parce que je me sens plus victime qu'autre chose, parce que je suis victime de ces gens-là, parce que en fait, quand je sors dehors, je suis obligée de baisser la tête, alors que je n'ai pas envie de baisser la tête. Je suis fière de ce que je suis. J'imagine en fait cette dame de 70 ans qui s'est vue mourir en étant décapitée. J'ai mal pour elle. Je me dis, ma mère, elle a pas loin des 70 ans. Je me dis, mais si j'étais la fille de cette dame, ça serait quoi ma réaction? Je penserais quoi des musulmans? Enfin, en fait, on nous donne une image qui n'est... Moi, je me sens pas du tout... J'ai pas cette haine-là, en fait. J'ai plus mal qu'autre chose. Hier, ma mère m'a appelée parce que je suis voilée. Elle m'a appelée, elle m'a dit, s'il te plaît, essaye de mettre un bonnet quand tu sors. C'est-à-dire, en fait, elle m'oblige à me déguiser pour que je puisse me protéger. J'ai pas envie de me déguiser. Moi, je suis fière de ce que je suis. Au travail, j'enlève mon voile parce que je suis dans l'obligation de le faire et je ne rechigne pas parce que j'ai pas le choix, je le fais. Mais dehors, j'ai envie d'être celle que je suis et la femme musulmane française voilée et qui a toujours été fière et je n'ai jamais eu de problème avec ça. Sauf que maintenant, quand je sors, aujourd'hui par exemple, voilà, j'avais hâte de rentrer dans ma voiture, j'ai hâte quand je sors de rentrer chez moi. J'ai pas envie de vivre dans cette crainte. Et comme l'auditeur d'avant, moi, je me vois pas vivre ailleurs qu'en France. Je suis bien ici en France. Rim, vous faites quoi dans la vie, Rim? Je suis inspectrice dans l'hôtellerie. Inspectrice dans l'hôtellerie, qui est un secteur qui souffre en ce moment. Exactement, mais on essaye de s'en sortir tant bien que mal et on travaille et voilà. Enfin, oui, ça va très mal parce que on a un taux d'occupation qui est à peine de 10% sur ce qu'on fait d'habitude. Mais voilà, on est là, on essaye de s'accrocher. Mais voilà. Donc oui, il y a en fait la situation sociale, sanitaire, et donc il y a ça qui se rajoute. En fait, je vous dis, j'ai mal. Je me dis, ouais, il est où le train pour un monde meilleur? Que je le prenne. Alors, vas-y, pareil de répondre. Ouais, non, je vais répondre. Je sais pas si je vais répondre. Il y a pas grand-chose à répondre. Et on le remercie d'ailleurs. Exactement, on le remercie. Et en fait, tout ce qui est toujours, quand c'est sincère, en fait, ça a toujours plus de valeur. Qu'est-ce que c'est bon. Exactement. Non, ce que je veux dire par là, c'est que si je comprends bien, même si on se connaît pas, j'ai l'impression que notre auditrice est de confession musulmane. Donc, c'est pas qu'une impression, elle l'a dit à plusieurs reprises. Et elle en est fière d'ailleurs. Et elle a raison. Et en tout cas, il y a une notion qui est très importante dans cette magnifique religion, qui est la notion d'épreuve. Et en réalité, je vais pas faire mon théologien à deux francs, voilà. mais en fait, tant qu'on n'a pas compris ça, tant qu'on n'a pas compris qu'en fait, ce sont des épreuves. Et Dieu Tout-Puissant, en fait, même si je ne devrais pas m'exprimer peut-être ainsi à la radio, mais... Par l'islam, c'est à 18h. Voilà, c'est pas mon rôle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ce sont des épreuves. Et en fait, le plus dur, c'est de toujours garder la tête froide dans ce type d'épreuve. Ouais. Et c'est compliqué, ça va devenir compliqué. Il y a des choses qui ne sont ni de mon ressort, ni du ressort de l'auditrice, parce que c'est quelque chose qui nous dépasse. Notamment la manière dont on nous a pas toujours tout dit dans ce pays-là, sans faire de polémique gratuite par rapport à cette auditrice-là. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui sont pas exactement comme on nous l'a fait. J'ai la semaine dernière parlé notamment, je sais pas si on va beaucoup, si on a compris, mais en fait, c'est l'accumulation de beaucoup d'éléments qui font qu'aujourd'hui, parfois, nos compatriotes ont une méfiance ou une crainte. Et il faut, comme l'a dit l'auditeur précédemment, il faut se mettre à leur place. Il faut se mettre à leur place. Pourquoi? Parce que il faut comprendre ce qu'est ce pays. Il faut comprendre le nombre de concitoyens que nous avons pour comprendre qu'en fait, c'est pas si évident que ça. Ça n'excuse en rien malheureusement parfois des actes racistes, hein, très clairement, ça il est évident, mais il faut qu'on fasse aussi cet effort-là. Et je sais, puisqu'on est vendredi, et que malheureusement les lieux de culte en fait sont fermés, en tout cas il y a pas eu des prêches, etc. Mais la notion d'épreuve, elle nous oblige également à réfléchir et aller beaucoup plus loin et à comprendre où est-ce qu'on s'est loupé. Alors,
bien sûr que c'est facile, on peut incriminer les uns et les autres. Moi, je suis le premier à dire que, notamment, ce que moi j'appelle la gauche mitterrandienne, c'est-à-dire les années 80, en fait, ont été une catastrophe et on paye que maintenant les conséquences de ça. Mais il faut aussi que les uns et les autres, on puisse faire notre autocritique pour que nos enfants, parce que je suis de ceux, même si peut-être que ça va pas plaire à tout le monde, mais je pense qu'en fait, on ne travaille que pour l'avenir de nos enfants. La nôtre. Je peux intervenir par rapport oui, à je vous ce en prie. que vous venez de dire. Parce que justement, c'est ce que j'allais vous dire. Le pire, en fait, c'est pas pour nous, c'est pour nos enfants. Parce qu'on essaie de leur transmettre justement certaines valeurs, qui est un cocktail entre notre religion et cette France-là. Moi, personnellement, c'est ce que je dis à mes enfants, faut pas céder à la panique. Tout le monde n'est pas pareil. Il faut rester droit dans ses bottes, faut respecter l'autre, etc. Mais alors qu'au fond de moi, je suis effrayée. Moi, ma fille aujourd'hui, elle a fait des études d'infirmière et à côté de ça, elle travaille. Aujourd'hui, elle a commencé un travail où elle fait des soins à domicile. Je lui ai dit, s'il te plaît, habille-toi comme ça, mets ton bandeau comme ça. Et ce que je lui ai pas dit, c'est que j'ai peur que quand elle arrive chez un patient, par rapport à ce qui s'est passé hier, je sais pas, qu'il s'en prenne à elle, qu'il la séquestre. Mais ça, je lui ai pas dit. J'ai peur moi, mais je n'ai pas voulu lui transmettre ma peur. C'est une peur de maman légitime. Exactement. Fais attention, sois respectueuse, dégage toujours la bonté, le sourire. Mais sauf que moi, j'ai peur pour nos enfants. C'est tout à fait normal, c'est humain aussi. Voilà. J'ai peur pour eux parce qu'en fait, entre ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, il faut qu'ils fassent le tri. Il faut qu'ils fassent le tri, il faut qu'ils soient assez intelligents pour faire le tri, et nous qu'on soit assez intelligents pour leur transmettre cette clairvoyance en fait. Merci en tout cas Rim pour votre témoignage. Je vous en prie et je vous souhaite bon week-end. Merci, bon week-end. Oui, Tarek. En m'adressant à Rim, en complément de ce qu'a dit cher Farid, il faut rajouter, en fait, on est dans un double train parallèle qui se rejoignent dans les conséquences, mais qui se rejoignent un peu dans les causes, mais pas dans le chemin. Nous subissons aujourd'hui le retour de la religiosité, qu'il faut quand même préciser sa datation. Sa datation, elle est post-indépendance des pays du Maghreb et autres. Sa datation, elle remonte à 1979 et au retour de Khomeini en Iran. Sa datation arrive avec les pétrodollars des Saoudiens qui ont imposé un islam rigoriste, salafiste, conservateur et qui veut faire vivre les gens, en tout cas les autres musulmans, pas la dynastie saoudienne, au 7e siècle, alors qu'eux, ils utilisent tout ce que le 21e siècle a inventé. Et vous avez de l'autre côté, effectivement, la période de Mitterrand à ce jour, avec une petite parenthèse quand même de M. Chirac, qui dit chaque semaine, et je ne me lasserai jamais de le dire, quand vous avez un mouvement citoyen en 1983 qui fait une marche à pied de Marseille et de Lyon à Paris avec des pancartes sur lesquelles c'est marqué marche contre le racisme et pour l'égalité de droits, et que dès le lendemain matin, vous avez un journal comme Libération qui vient de réitérer d'ailleurs aujourd'hui, qui écrit beurre sur Paris et qui parle de marche des beurs, vous avez une instrumentalisation politiquement de cette culture, de ces immigrés. Et effectivement, moi j'ai l'impression que notre génération à nous, celle qui a plus de 50 ans sans rentrer dans le détail, est beaucoup plus intégrée en France alors qu'elle est venue plus ou moins adulte que ceux qui ont eu la chance d'être en France et qui sont déformés. Je terminerai, chère madame, on a eu un très grand professeur de médecine qui était donc grand patron de l'hôpital de Lille, qui est décédé, et un jour, il me dit, il le répète à la télé, il me dit, cher Tarek, moi j'ai plus peur pour l'avenir de mon petit-fils dans ce pays que pour moi-même qui viens de Kabylie à 5 ans sans chaussures. Parce que moi, j'ai eu la chance d'arriver à un moment où il y avait les 30 Glorieuses. Et donc, j'ai été intégré par la force des choses parce que j'ai produit quelque chose, alors que mon petit-fils, aujourd'hui, avec tout ce que j'essaie de lui transmettre, n'aura peut-être pas cette chose. Et nous devons donc, et j'en terminerai là, que ce soit pour notre auditrice, que ce soit pour tous les autres auditeurs, nous devons faire un travail sur nous-mêmes à l'intérieur et nous devons arrêter de nous référer à des chouyours dans la vie, dans les mosquées et sur Google. Nous savons tous lire et écrire.
Et je rappelle encore une fois, le premier verset du Coran qui est descendu sur le prophète, ce n'est pas Alhamdulillahi ou n'importe quel autre, c'est Iqra. Et Iqra en arabe veut dire lis, interprète, transmet, réfléchit, discute et surtout n'annonce pas. Or aujourd'hui, nous produisons dans la culture arabo-musulmane des gens qui annonnent sans lire. Merci Rim pour votre appel en tout cas et Je vous en prie, bon je vous souhaite week-end. une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, oui. On est aussi avec Adelaine qui nous appelle de la région lyonnaise, c'est ça Adelaine? Oui, c'est ça. Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. Vous faites quoi vous dans la vie mon cher Adelaine? J'aime bien savoir, je suis un peu curieux. Je suis chauffeur routier. Chauffeur routier, très bien. Alors Adelaine, vous voulez prendre part au débat et à la discussion très intéressante aujourd'hui au travers des témoignages d'auditrices et auditeurs, Adelaine. C'est ça. Bah, en fait, moi, je voulais un petit peu parler de ce qui se passe un petit peu là, on va dire en France, parce que c'est un petit peu. En fait, j'ai l'impression que là, tout ce que nos parents, quand ils sont venus, il y avait pratiquement rien du tout en France. Tout ce qu'ils ont créé, ils nous ont apporté. En fait, tout ce qu'ils ont créé en France, et ben là, on va dire qu'il y a la génération où, la mienne ou celle qui arrive, elle est en train de tout détruire. Parce que en France, quand nos parents ils sont arrivés, il y avait pas beaucoup de mosquées. Il y en avait peut-être une ou deux dans les grandes villes où ils étaient. Là, alhamdoulilah, il y a plein de mosquées de partout. C'est vrai. Où on va dans les petits villages, il y a plein de mosquées. Alhamdoulilah, la France, elle nous a quand même apporté déjà au moins, elle nous a quand même donné les moyens de voilà, notre religion. On peut la faire. Elle nous a quand même respecté par rapport à ça. Et là, il y a une nouvelle génération qui arrive, qui tue des gens, qui font n'importe quoi. Ouais, Allahu Akbar, qui coupe la tête. Mais Allah, il nous a jamais dit d'aller tuer, d'aller égorger des gens, d'aller au nom d'Allah de tuer des gens. Mais c'est du n'importe quoi. C'est si je peux me permettre, Adelaine, quand vous dites qu'il y a une génération, non, il faut surtout pas tomber là-dedans parce que c'est quelques poignées d'imbéciles qui représentent vraiment une toute petite minorité. Ça serait insulter notre génération d'aujourd'hui que de généraliser. Il faut surtout pas tomber dans ce genre de choses. Mais je dis pas la génération. En fait, quand je dis la génération d'aujourd'hui, ça veut pas dire la génération qui vient d'avoir 18 ans ou peut-être ma génération encore et la génération juste avant moi. Mais en fait, chaque génération, en fait, elle a apporté un petit peu son grain qui a fait que il y a toujours une qui a fait qu'il y a peut-être une génération. Il y a peut-être des gens de ma génération qui ont poussé à cette génération-là de créer, de faire ce genre d'attentat. Mais moi, je trouve ça, j'arrive même pas à trouver les mots. La question qu'il faut se poser, est-ce que c'est vraiment un problème franco-français? Parce que, Farid, non, c'est la plupart de ces gens, de ces individus, ils sont même pas de France. C'est ça. Qui ça? Les individus qui commettent les attentats, ils sont pas la plupart du temps, ils sont pas de France. Ça dépend. Non, ça dépend. On a beaucoup connu de gens, des purs produits très français. peu, pareil. Non, mais très peu, sérieusement, très peu. Non, mais il y en a. Ils viennent tous de la plupart de l'étranger. Alors. Les attentats du 13 novembre, combien ils étaient à venir des purs produits français? Ils étaient où? Ils étaient belges? Ils étaient belges, voilà. Oui, non, mais je veux dire, c'est la situation identique. Les frères, les frères qui ont tué Kouachi, pardon. Effectivement, ce sont des Français. Dernièrement, le Samuel Paty, c'était un Tchétchène, c'était pas un Français. Complètement. Le monsieur, c'est trop d'honneur d'ailleurs. Celui qui a fait l'attentat immense, atroce à Nice, c'était un Tunisien. Et je peux t'en sortir plein encore. Complètement. Moi, je voudrais rebondir sur ce que... Peut-être, Christophe, il y a une parenthèse que nous avons tous volontairement effacée de nos mémoires. L'affaire de Roubaix, c'était des Français convertis, franco-français, deux frères, qui sont nés français, qui sont nés dans le catholicisme, dans la chrétienté, qui sont convertis à l'islam, qui sont partis s'installer en Bosnie, et quand ils sont venus, ils ont été, j'allais dire, à la fois délinquants et terroristes, la plupart du temps, sont délinquants, ils ont été beaucoup plus durs à attraper que les jeunes d'aujourd'hui. Donc, en fait, comme je disais tout à l'heure et comme l'a dit au départ cher Farid, il y a à la fois de l'endogène, c'est-à-dire du local,
matinés à une fausse culture extérieure et en même temps des gens qui sont venus de l'extérieur. On ne peut pas faire le pourcentage, mais entre ceux qui sont nés en France et ceux qui sont nés pas en France, le résultat est toujours le même. C'est tous des terroristes, c'est tous des assassins. Ça, on est d'accord. Ça, c'est sûr. Mais si je peux me permettre, Christophe, on est d'accord. Hein. On va trouver des similitudes ou parfois surtout des différences parmi tous les terroristes qui opèrent sur le territoire français. Ça, il n'y a aucun souci. Ce que notre auditeur dit est très intéressant. Et l'auditrice l'a un peu dit également. C'est, en réalité, il y a une différence entre quoi et quoi. Entre, d'une part, les gens qui ne sont pas nés en France, et qui étaient d'une certaine génération, ceux qui sont arrivés dans les années 60, 70, 80, qui, d'une certaine manière, ont toujours respecté le pays, qui se sont battus, hein, ce sont nos parents, qui se sont... Parce que je rappelle pour nos auditeurs, hein, avoir une mosquée, ça n'est pas quelque chose de complètement naturel hein, dans ce pays-là. C'est parfois des luttes, c'est parfois des luttes financières, des luttes très compliquées. Et Dieu sait si je dénonce régulièrement le clientélisme. Parfois, et moi je salue nos parents parfois qui se sont battus contre un clientélisme qui à l'époque était beaucoup plus virulent qu'aujourd'hui, parce qu'à l'époque ils n'acceptaient pas ce qu'aujourd'hui certains d'entre nous parfois acceptent dans certaines villes. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une différence, c'est que les gens qui sont nés en France, on parlait tout à l'heure de génération, les gens qui sont nés en France, ou parfois qui sont de la 3e, maintenant même de la 4e génération. Pourquoi en vérité je pense qu'il y a très peu de gens potentiellement terroristes parmi eux. Néanmoins, il y a ce qu'on appelle un terreau qui favorise potentiellement une victimisation qui amène à un terrorisme. Et quelle est la différence entre eux et nos parents? C'est qu'il y a une chose très simple, c'est que nos parents n'étaient pas revendicatifs. C'est-à-dire que nos parents considéraient qu'ils étaient nés à l'étranger. C'est pas le même contexte, Farid. On est d'accord, mais la différence, elle est là. C'est que quand tu es né en France, en fait, tu considères naturellement... Eh bien, c'est là que je te dis que c'est un peu plus complexe que ça. C'est pas parce que tu es né en France que tu as complètement les outils pour comprendre ce que c'est la France, et ça n'est pas la faute c'est pas notre faute complètement. Moi, j'insiste encore une fois. Tout à l'heure, cher Tarek a complètement raison quand il parle symboliquement de cette marche de 1983. 1983, ce sont des gens qui sont nés en France pour la plupart, qui décident tout simplement de dire, écoutez, nous souhaitons l'égalité en droit, et qu'est-ce qu'on leur répond ? Et je rappelle pour nos auditeurs qui, en 83, est à la manœuvre. Il y a un président de la République qui s'appelle François Mitterrand. Il y a un secrétaire général de l'Élysée qui s'appelle Jacques Attali. Il y a un secrétaire général adjoint de l'Élysée qui s'appelle Jean-Louis Bianco. Vous savez, le fameux, celui à qui on donne des voilà. Et vous avez 2 conseillers qui ont phagocyté cette marche-là, qui s'appellent François Hollande et Ségolène Royal. Pourquoi je dis ça? C'est parce que nos aînés qui ont eu le courage de faire cette marche-là, avec des gens qui étaient absolument pas musulmans pour la plupart, pour un certain nombre d'entre eux, des Français lambda, qui sont juste émus de la situation des jeunes dans les quartiers, arrivent sur la place d'Enfer Rochereau, plus d'1 million. Et François Mitterrand est obligé de respecter sa parole, c'est-à-dire de les recevoir à l'Élysée. Et au lieu de leur donner, c'est-à-dire l'égalité en droit, on leur a inventé une notion qui est pour moi la plus raciste du racisme, ça s'appelle l'intégration. Bon, dans un instant, on est de retour avec un auditeur de Grenoble. Pardon pour l'attente, mais il y a beaucoup d'appels, et puis il faudra qu'on tente de répondre à notre question, et puis surtout un peu de parler de ce qui se passe outre-Atlantique aux États-Unis avec ces élections qui approchent à grands pas. 01 40 39 000, je répondrai par cette phrase, mon cher Farid. Il y a une différence entre quand tu es chez toi et que tu vas chez quelqu'un. Tu ne te compares pas de la même manière. Donc il y a une différence à faire entre ceux qui sont venus des pays. Alors moi je vais te poser une autre question. Mais on n'a pas le temps de répondre. Vas-y. Voilà, pub. Et dans un instant sur France Maghreb de Farid Tamsamani, Tarek Mami en direct. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Qu'est-ce que j'aime ces émissions de témoignages, d'écouter le peuple finalement. C'est ça, c'est vraiment ça notre vocation quand on fait de la radio. Cher Farid, cher Tarek, c'est d'écouter les gens qui nous écoutent, de quelle manière ils reçoivent nos messages, de quelle manière ils ressentent l'information. C'est très important aussi de pouvoir écouter, et heureusement que cette émission et cet espace de liberté. Et encore un grand merci d'ailleurs à Monsieur le Président de la radio, bien sûr. Je parle du président de la radio. Nous sommes à Grenoble avec... rappelle-moi ton prénom, je l'ai un peu oublié. Pardon. Amadou de Grenoble. Amadou de Grenoble, bonjour et merci pour la patience. Bienvenue Amadou.
Nous t'écoutons, cher Amadou. On est tous des frères musulmans. Je reviens même ce qu'on dise les frères musulmans. Le frère musulman, c'est un précepte qui se trouve dans le Coran. Donc le musulman doit avoir égard envers son frère. L'islam le dit, je suis pas savant, je n'accuse qui que personne. J'ai pas de préférence entre la communauté musulmane, entre mes frères musulmans, parce que c'est un engagement quand tu dis que tu es croyant. Donc, ce qui se passe en France, il a eu le groupement familial. Dans les années 80, il a eu la marche de beurre. À chaque semaine, il y a un arabe qui était mort. Pas la marche des beurs, cher Amadou. Voilà. Ça s'appelle la marche pour l'égalité. Il faut voilà. Il appelle ça les politiques. De nos têtes et de la tête de nos enfants. Si on veut que ça change, ça s'appelle la marche pour l'égalité, s'il vous plaît. D'accord, la marche pour l'égalité des droits. Il y a liberté, l'égalité, fraternité. Effectivement, dans notre pays, il y a manque de l'égalité. C'est-à-dire que tous les peuples sont libres, tout être humain est libre de disposer de lui-même. Quand tu dis que tu es quelque chose, est-ce qu'on comprend, il faut pas être porteur de masque. Je suis pas là à juger, à jeter, est-ce qu'on comprend, comment dire, l'opprobre ou bien accuser mes frères et sœurs musulmans. Pour moi, la religion est une famille. Pourquoi? Parce qu'on partage l'amour de Dieu, l'amour du prophète alayhi salam. Si un musulman fait quelque chose, tous les musulmans peuvent être vus de cela parce qu'ils utilisent la religion. Je ne suis pas contre la politique. La politique est un droit civique citoyen. Mais la religion, il y a aussi le droit religieux. Donc, l'un n'empêche l'autre d'exister. Mais de revendiquer ma politique pour des fins, de revendiquer ma politique, passer par la religion, utiliser la religion pour revendiquer ma politique, comme Erdogan, ce qu'il a fait, par rapport au ministre de l'Intérieur, de notre ministre de l'Intérieur, qui a parlé des produits musulmans. Donc, sur ce côté, quand tu dis que tu es quelque chose, donc, prends le droit, moi je suis fier d'être musulman, pourquoi? Si je casse l'islam, c'est comme l'islam est mauvais, il est bénéfique pour moi. L'amour de Dieu et la bénédiction de Dieu. L'islam est une religion d'amour, est une religion de continuité, qui est la dernière révélation. Et il ne faut pas être une religion, c'est une religion d'ailleurs qui est venue pour libérer l'homme, pour libérer, est-ce qu'on prend, rigorisme religieux. Pourquoi? Parce que 50 prières qui est devenu 5 prières. Il ne s'agit pas seulement aussi, le savoir est très important, le savoir est mis, les savants, on dit les savants, mais le savoir avec la conscience. Effectivement, les familles ne peuvent pas éduquer, on a eu le groupement familial, les familles seulement ne peuvent pas éduquer, est-ce qu'on parle les enfants musulmans? Parce que pourquoi? Toutes les familles musulmanes n'ont pas le savoir. Donc, la communauté religieuse est une communauté éducative de la religion. Chaque religion a sa communauté. Je ne suis pas là à donner des leçons, chacun est libre, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais quand je dis que je suis musulman, on me tuera, je n'irai pas, parce que c'est un engagement vis-à-vis de moi, vis-à-vis de Dieu. Donc mon frère musulman, si je meurs demain, c'est un musulman qui va prier sur moi. Donc je ne peux pas ne pas souhaiter, est-ce qu'on peut, et spirituellement, au compagnement religieux et spirituel, le prophète alayhi salam, il avait des compagnons. Il n'a pas laissé ses frères musulmans tout seuls, chacun soit Dieu soit pour tous. Notre problème, il est là. Donc, pour qu'on se représente association, est-ce qu'on parle association, c'est un droit, tout le monde a le droit, c'est un droit politique. Je dis que frères musulmans, votez-vous, revendiquez votre droit politique quand il s'agit de la religion. C'est un droit religieux. Le droit religieux, ce n'est pas seulement la jurisprudence. Le droit religieux, il y a la jurisprudence, il y a le soutien entre les musulmans. Un musulman doit avoir égard envers son frère musulman. Est-ce qu'on comprend? Pourquoi? Parce que, comme je viens de dire, il est commun. Donc, ce qu'il disait, le frère il avait dit que tous les étrangers qui sont venus faire des attentats, comment celui qui a coupé la tête du professeur, comment il a pu se connaître le professeur? Il a passé par un autre musulman. Et ils sont intelligents. Je ne souhaite pas, est-ce qu'on parle d'intelligence humaine? Je ne peux pas vous laisser dire beaucoup de choses. Aujourd'hui, sur cette radio et dans cette émission, vous avez une émission religieuse. Après, à partir de 18h, vous pouvez appeler le professeur Samy pour parler religion. Il saura vous répondre mieux que Christophe, que Cheikh Farid et que moi-même. Nous sommes ici sur cette radio et dans cette... sur le fait que nous sommes tous citoyens français, que nous ne devons pas être séparés par les religions ou pas par les non-religions. Et ce qui nous importe, c'est que vous pensez, qu'est-ce que vous pensez vous, qu'est-ce que nous pensons nous tous sur le fait que nous devons, c'est pas que nous pouvons, c'est que nous pouvons, nous devons et nous pouvons vivre ensemble dans le respect. Le fait qu'on soit musulman, pratiquons ou pas, ça nous concerne nous. Ce n'est pas le discours que d'autres qui ne sont pas musulmans ou qui ne sont pas dans la religion doivent écouter. Ce n'est pas leur problème. Le problème que nous avons tous ensemble, c'est que nous sommes tous citoyens de ce pays et quand
comme citoyens de ce pays, nous devons tous être solidaires les uns avec les autres. Merci Mamadou, en tout cas de Grenoble pour votre appel. J'aimerais quand même qu'on réponde à ma question que je vous pose aujourd'hui avec tous ces attentats répétés sur notre territoire, dans notre beau pays qu'est la France. Est-ce que vous sentez que le gouvernement est apte à assurer la sécurité des Français? Parce qu'on peut éventuellement se poser la question. Farid Tabsamani, est-ce que tu te sens en sécurité? Est-ce que tu sens que le gouvernement met tout en œuvre pour assurer la sécurité des Français? J'ai envie de te dire, non. Non, il met pas. Et pourquoi non? Tout en œuvre, parce que parfois, quand on est au gouvernement, on a un œil naturellement sur la sécurité des Français, mais également un œil sur soit d'autres échéances électorales, soit un œil sur de l'idéologie. Et donc du coup, je n'ai pas l'impression qu'on mette tout en œuvre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a... Enfin, je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Je vais me répondre. Je vais aller un peu plus dans le concret. On a eu ce matin, je crois, un conseil de défense, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, du président de la République, suite à l'attentat de Nice. Bon. Même si je ne suis pas forcément favorable à ce qu'on ait une réponse à chaque fois qu'il y a malheureusement un attentat, mais en tout cas, c'est suffisamment lourd, ou en tout cas suffisamment symbolique, un peu comme ce qui s'est passé à Conflans-Sainte-Honorine, c'est que là, on s'attaque à un lieu de culte, qui est en l'occurrence une église. Mais quelle a été la réponse finalement? C'est que moi, ce que j'ai entendu, c'est la seule réponse que le président du gouvernement met en place, c'est l'augmentation, si je ne dis pas de bêtises, des forces de l'ordre. Oui, du sentinelle, voilà. Des militaires, qui vont passer de 3000 à 7000 sur notre territoire. Alors, et donc du coup, là, on est un peu dans l'idéologie, c'est-à-dire qu'on ne veut pas affronter les véritables causes. La cause, c'est quoi? C'est que si on doit faire une réponse par rapport à cet affreux attentat, ce jeune terroriste... cher Tariq tout à l'heure l'a parfaitement exprimé, c'est qu'il était sur le territoire français depuis très peu de temps. Oui, 1 mois. Bon, depuis 1 mois. Il était sur le territoire européen depuis encore très peu de temps. Si je dis pas de bêtises, quelques semaines supplémentaires. Oui, 20 septembre, il est arrivé en voilà. Italie. Et pour celles et ceux qui connaissent un peu le sud de la France, et notamment le passage à la frontière à Menton entre la France et l'Italie, je parle pas des autres passages un peu plus haut. La réalité, c'est quoi? C'est qu'en réalité, tout le monde peut passer. Tout le monde peut passer, et je peux vous garantir une chose, ce qui n'est absolument pas souhaitable, c'est que des gens potentiellement dans ce même état d'esprit, il pourrait y en avoir d'autres. Or, la réponse apportée, à mon sens, n'est pas forcément la bonne. Alors, c'est facile. C'est quoi alors? Comment on fait, Farid? Soyons dans le concret. Comment on fait? Je pense qu'il faut réduire drastiquement l'entrée dans cette période-là, en tout cas, par des gens qui potentiellement sont irréguliers sur notre territoire, tout simplement. On peut en discuter. Ça, c'est la réponse concrète de Farid Tabsamani. Oui, je réponds. C'est que, comme vous dites, cher, je reviendrai à votre question, cher Christophe, mais j'ai envie de répondre à cher Farid pour lui dire, cette personne, comme des dizaines d'autres, n'ont pas été autorisées à rentrer sur le territoire national français. Et comme vous l'avez très bien dit, à partir de Ventimille, à partir de la frontière terrestre de l'Italie, les gens rentrent comme dans un gruyère. Moi-même, j'ai fait à des dizaines, il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, cette région où je passais de Nice à l'Italie et de l'Italie à Nice 2 fois par jour, des fois, pour des raisons personnelles et professionnelles. Et je ne me suis jamais fait arrêter, ni quand j'ai pris le bus, ni quand j'ai pris une voiture, ni quand j'ai pris un train. Donc, si vous voulez, cette solution n'est peut-être pas la bonne, sauf à remettre, comme le demandent certains, que je ne citerai pas ici, les frontières à l'intérieur de Schengen et qu'on remette les frontières. Pour le reste, Christophe, moi j'ai envie de répondre à votre question en disant que le gouvernement, je fais donc confiance au gouvernement. Ma réponse est à la fois oui, non. J'allais dire presque c'est du en même temps. Les pays dans lesquels... C'est très macroniste, j'ai remarqué, Tariq Mami. À moins que cher Tariq Mami soit normand. Non. Je fais exprès de dire en même temps à Sion. Pourquoi? Parce que dans les pays comme la Suisse, en Allemagne et d'autres pays où la sécurité est faite par la police, la sécurité est aussi faite par les citoyens. Et je veux dire, la première base de la sécurité nationale pour tout le monde, ce sont les citoyens. C'est quand un citoyen, j'allais dire, je veux vous raconter aux auditeurs ce qui s'est passé pour le malheureux Algérien qui a vu donc l'apprenti terroriste qui était pakistanais devant les locaux donc de Charlie Hebdo où ils ne sont plus.
Que fait cet Algérien qui se sent français et apparemment il était juste résident, son frère est de nationalité française, mais lui était résident. Il court derrière donc, le futur terroriste, il le repère entrer donc, dans le métro, il descend, sauf que par malheur, il descend sur le quai en face, donc il lui parle pour lui dire c'était un homme, t'attends, je vais venir te parler. L'autre prend le métro et que fait la police? La police vient arrêter cet Algérien qui, au lieu d'être décoré comme un héros parce qu'il a essayé de faire quelque chose, est d'abord soupçonné d'être un complice de terrorisme parce que les caméras ont montré qu'il lui a parlé et qu'il est descendu pour aller de l'autre côté du quai. Donc vous avez un problème de la sécurité en France. La police doit aussi savoir compter sur la population et ne pas, cher Farid l'a dit au début de l'émission sur les discriminations, considérer que tout noir, que tout arabe, que tout maghrébin, que tous ceux qui ne sont pas blancs aux yeux bleus peuvent être des terroristes et on commence par les arrêter. Mohamed. Donc, pour moi, la sécurité, et j'en termine là, Christophe, la sécurité est une action, est un acte de tous les citoyens et de la police, bien sûr, et de l'armée. Mohamed est avec nous, il nous appelle de Neuilly-sur-Marne, c'est ça Mohamed? De Villiers-sur-Marne. Villiers-sur-Marne, pardon. Bonjour Mohamed, vous faites quoi dans la vie Mohamed? Moi, comme je travaille là dans le commerce, je suis commerçant. Ah, commerçant fermé ou pas aujourd'hui? Commerçant, non, enfin, j'ai pas de local, mais bon, je suis commerçant, je fais achat-revente, on va dire. Ah d'accord, très bien, ok, donc moi, ça se passe bien. Mohamed, on vous écoute. Est-ce que vous vous sentez en sécurité aujourd'hui en France? Est-ce que vous pensez que le gouvernement met tout en œuvre pour assurer la sécurité des citoyens comme vous et moi? Bah, c'est pas que je me sens pas en sécurité, c'est on a tous un petit peu on appréhende un petit peu par rapport à ce que les médias surtout disent et certains politiciens. On a l'impression que c'est excusez-moi l'expression, mais c'est comme un petit peu des chiens enragés qui sont lâchés et ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent à tout va sur les musulmans, la communauté musulmane en France, peu importe, hein, des gens qui sont nés ici, qui viennent d'ailleurs et ils font aucune distinction. Mais c'est vrai que on sent clairement qu'il y a une tension et c'est pas en ce moment, c'est vrai, c'est pas très agréable à vivre parce que on ne sait pas, il y a énormément de manipulations déjà dans les réseaux sociaux. Il y a plein d'intox et tout ça. On a l'impression que ils veulent monter les gens les uns contre les autres, hein, soit les musulmans contre les non-musulmans, enfin peu importe. Et on ne sait plus où donner de la tête. Donc peut-être que l'insécurité, elle est peut-être à ce niveau-là, c'est vraiment au niveau des médias et des réseaux sociaux qu'il y a une grosse manipulation et c'est ce qui peut créer cette insécurité. Mais autant des deux côtés, autant des gens de la communauté musulmane que les non-musulmans. Hein. Oui, vous avez pour le coup assez raison. Merci beaucoup Mohamed en tout cas. Juste une petite chose, je voudrais faire une petite remarque, peut-être malvenue mais je la fais quand même. La plupart de ceux qui... j'allais pas dire représente parce que personne ne représente les musulmans en France, mais en tout cas de ceux qui sont en poste dans des organisations, dans des associations qui représentent les musulmans. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas nés ici. Ils sont pas avec le logiciel, cher Farid. Voilà, on va prendre Moussaoui, on peut prendre d'autres personnes évidemment qui sont tous qui occupent des postes dites à responsabilité, à la tête d'organes. Mais ils n'ont pas ce logiciel, ils ne sont pas nés ici. Alors, oui, enfin, moi, tu connais ma position. Moi, je suis favorable à ce qu'on développe, en tout cas pour les organisations représentatives. Je vous ai perdu. On est là, Tarek, on ne vous a pas perdu, vous. Pour les organisations représentatives du culte, des gens qui, effectivement, qui soient nés et qui comprennent surtout la culture française. Alors... ça ne veut pas dire qu'il faut exclure les autres, hein, parce que ça serait un peu facile, mais c'est un peu l'épreuve aussi, ça prend du temps, tout ça. Ouais. Et encore une fois, et je vais me répéter, ces gens-là représentent des organisations cultuelles, et non pas les musulmans de France, ça n'existe pas. Et quand on s'en prend, et Dieu sait si on peut lui faire beaucoup de critiques, notamment au président du CFCM, en vérité, on s'en prend, enfin, c'est une organisation cultuelle. Or, l'immense majorité des musulmans ne pratiquent pas, ou alors ne fréquentent pas les mosquées. C'est ça le malheur. C'est qu'en fait, il y a une méconnaissance des choses. Alors, il y a aussi parmi les gens qui organisent le culte, des différentes organisations. Moi, ce que je leur reproche, c'est pas de pas être né en France, en réalité. Parce que ça, n'importe qui... Un reproche, c'est un constat. Non, moi, le reproche que je peux faire, par contre, c'est que très souvent, en fait, ils jouent le jeu de pays étrangers.
C'est surtout ça. L'islam des consulats. L'islam consulaire. Ouais. Voilà. C'est la vérité, c'est celle-ci. Mais le problème, c'est que tant que les Français musulmans ne se prendront pas en compte, et je parle pas de position victimaire ou quoi que ce soit, eh ben, vous aurez de toute manière le jeu de pays étrangers qui, eux, n'ont aucun intérêt à voir des Français musulmans. Je veux dire, pour parler d'un pays que je connais plutôt bien, parce que c'est le pays de mes parents, qui est le Maroc. Le Maroc, magnifique pays, mais le Maroc n'a aucun intérêt à ce que les gens d'origine marocaine soient complètement français, parce que une partie des flux financiers alors c'est pas le principal, hein, mais une partie en tout cas des revenus du pays, ça reste la devise envoyée par les immigrés, les enfants d'immigrés. Donc voilà, donc il faut pas le nier, et on peut faire la même chose pour les autres pays du Maghreb, la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, voilà. Et on a beaucoup parlé de la Turquie. Vous savez que les Turcs, en fait, si on a des Turcs qui nous écoutent, ils pouvaient le confirmer. Mais le gouvernement turc, alors sous Erdogan comme avant, hein, c'est pas une question de Erdogan ou pas, en réalité a toujours tout fait pour que la communauté turque, qu'elle soit en France ou en Allemagne, ne s'intègre jamais, en fait. Alors, j'aimerais, parce que le temps passe très très vite, qu'on aborde rapidement ce qui va se passer aux États-Unis, parce que c'est un événement important, un peu occulté par les médias, mais il y a de quoi. Ils sont occupés par le Covid et par toute cette atmosphère un peu délétère du moment en France. Et pourtant, il y a des élections combien importantes. Trump face à Biden. Le match est d'ores et déjà bien en place. Pour autant, on a l'impression que beaucoup d'analystes se réservent quant à nous donner le vainqueur de cette élection. Il y a beaucoup d'inconnus finalement, mais aussi beaucoup d'enjeux dans cette réélection de Trump ou peut-être élection de Biden. Tarek Mami, quelle est votre lecture rapidement sur cette élection américaine qui approche à grands pas? Alors, en quelques mots, on peut dire que l'élection américaine est pliée en faveur du candidat démocrate Biden. Ah oui. Mais il faut tout de suite rajouter, sur le papier et selon le sondage, la réalité ne pouvant ne pas correspondre ni au sondage, ni le papier, le président sortant peut encore gagner. On me dira pourquoi. Depuis pratiquement 6 mois, tous les sondages donnent M. Biden gagnant. C'est pour une simple raison. C'est qu'aux États-Unis, le vote n'est pas comme en France. Ce n'est pas le nombre de voix obtenues par le candidat qui gagne l'élection, mais c'est le résultat de ce qu'on appelle les grands électeurs qui votent pour le candidat. En clair, il est arrivé à plusieurs reprises, et presque toujours en faveur des républicains, que le candidat démocrate gagne ce qu'on appelle le vote populaire. Donc, il a plus de voix, y compris 2 millions de voix, je crois, du temps de M. Bush, fils, et que derrière, les grands électeurs font le contraire. En clair, en un mot, les grands électeurs ne sont pas tenus toujours à 100% de voter comme leurs propres électeurs ont voté. Et donc, c'est pour ça. Il y a ce qu'on appelle les États swing. Alors, je ne sais pas comment traduire ça. J'ai un ami américain qui appelle ça les États voyous. Et il me dit parce que c'est dans ces États-là que les gens ne respectent pas en général le vote populaire. Et c'est dans ces swing États, dans ces États swing, que le jeu se joue. Alors, il y a une autre information, et j'en terminerai là sur l'information avant l'analyse, c'est que manifestement, quelques États qui votent traditionnellement et depuis 30 ans de suite pour les républicains, cette année ne veulent pas voter par le candidat républicain Trump. Reste de l'extérieur. Beaucoup disent qu'ils souhaitent que ce soit M. Trump qui gagne parce qu'il a fait moins de guerres, parce qu'il a commencé à rapatrier les soldats américains et parce qu'avec sa phrase USA First, donc l'Amérique d'abord, fait moins de guerres à l'extérieur. Et c'est une réalité. Et il y a ceux qui disent qu'on préfère plutôt les démocrates. C'est vrai qu'ils font plus de guerres, que ce soit Hillary Clinton, que ce soit monsieur Obama. Sans oublier que de l'autre côté, monsieur Bush, c'est lui qui a ouvert la boîte à Pandore du côté de l'Irak. Et l'autre raison, et j'en termine là, cher Christophe, c'est que moi j'ai beaucoup
de camarades, de journalistes, de copains américains qui me disent pour les musulmans aux États-Unis, si on doit regarder la politique intérieure, les Américains de confession musulmane préfèrent les démocrates parce qu'ils subissent beaucoup de choses depuis l'élection de Trump. Donc rien n'est joué. Je ne prendrai pas les paris alors qu'il y a une semaine, le vent en poupe de Biden était très fort. Aujourd'hui, avec ces deux informations, les grands électeurs ne respectent pas le vote populaire. On attendra. Je ne dormirai pas en ce qui me concerne, comme depuis ça va être la 4e ou 5e fois pour l'élection américaine, pour suivre toute la nuit. Donc, je ne ferai pas de pronostic. Je laisse mon ami Cheikh Farid, peut-être que lui, il en fera un. Farid. Oui, bah, pas mal de choses ont été dites par cher Tariq Mami. Alors, les États voyous, c'est-à-dire ceux qui ne respectent pas le vote populaire, en fait, bon, il est quasiment, on va pas dire impossible, mais très 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 rare. Par contre, c'est vrai, c'est qu'en fait, pour nos auditeurs, en fait, l'élection américaine, c'est quoi? C'est une élection de la mairie de Paris à grande échelle. Alors, je vais caricaturer un peu, mais c'est un peu plus complexe que ça. C'est qu'en fait, vous avez un certain nombre d'États, et c'est pas parce que vous avez gagné le maximum de suffrages sur l'ensemble du pays, et qu'on fait, en tout cas, la dernière élection où il y avait Hillary Clinton qui avait gagné, je crois qu'il y avait 2,5 millions de voix supplémentaires par rapport à Trump. 2 millions, oui. Voilà, c'est ça, 2,8 millions. Et pourtant, elle était battue in fine. Pourquoi? Parce que, si je ne dis pas de bêtises, d'après mes cours très très anciens, puisque maintenant je commence à prendre de l'âge, lorsque vous gagnez un État, en fait, vous remportez l'ensemble des grands électeurs de cet État. Et vous avez des États, notamment, qui sont cruciaux. Vous avez des États, en fait, où vous pouvez, ça, c'est pour ça que les candidats il y a des États où, en fait, ils n'y vont quasiment pas, et alors que vous avez des États qui sont complètement cruciaux. On sait, par exemple, que la Californie est un des États les plus peuplés des États-Unis, donc qui envoie le plus grand nombre d'électeurs, est quasiment acquis aux démocrates depuis quasiment toujours. Donc du coup, vous avez le candidat Trump qui fait quasiment pas campagne en Californie. Et à contrario, vous avez des États comme la Floride qui, eux, sont des États alors soit acquis aux républicains, soit entre les deux, où il y a un grand investissement des républicains, donc de Trump. Donc c'est toujours un peu plus complexe. Alors, le temps qui passe très très vite. Alors, peut-être un dernier mot. Par exemple, sur l'élection de Madame, comment ça s'appelle, sur l'élection où il y avait Madame Hillary Clinton, on explique aussi, cher Farid, cher Christophe, par le fait que dans les 2,8 millions d'électeurs, vous avez, comme c'est la proportionnelle au nombre d'électeurs, les grands électeurs, et donc quand vous pouvez gagner dans un petit État qui envoie par exemple 7 grands électeurs, et vous gagnez avec une différence de 200 000 voix, les 200 000 voix vont s'être écrasées, puisque de l'autre côté, là où l'État envoie 20 grands électeurs, l'autre candidat va gagner avec uniquement 50 000 voix. Et donc, vous voyez comment les 200 000 voix gagnées dans un État qui n'envoie pas beaucoup de grands électeurs vont être perdues, alors que l'autre, on gagne, j'allais dire, avec juste 20 000 ou 50 000 voix, on emporte le grand État. Et c'est aussi une autre explication. Farid, juste en un mot, est-ce que tu serais moins prudent que Tarek? Est-ce que tu te lances dans les pronostics? Moi, je suis beaucoup plus prudent. Je l'ai dit la semaine dernière, à titre personnel, je souhaiterais que ça soit Trump qui gagne l'élection. D'accord. Mais je ne suis pas certain que ça soit le cas, parce que les derniers sondages, même s'il y a un resserrement, il y a quand même une grande avance pour Biden. Il y avait une affaire quand même qui a concerné Biden, là, avec des affaires avec la Chine, etc. Ça a fait un peu de mal, non? Oui, alors ça c'est toujours la lecture étrangère, ou en tout cas franco-française. Aux États-Unis, c'est beaucoup moins ce type d'affaires en fait font très peu de dégâts en vérité dans l'électorat, parce que l'électorat acquis aux républicains est déjà constitué, l'électorat acquis aux démocrates est déjà constitué. Par contre, il y a une clé, ce sont les votes par correspondance. Cette année, avec la crise sanitaire, il y a énormément de votes par correspondance. Et je peux vous dire que si le score est serré entre les deux, je crois savoir que l'équipe de Trump va tout faire pour annuler ces votes-là. La belle histoire dans un instant sur France Maghreb 2 pour le résumé de cette très belle émission. Je ne sais pas d'ailleurs comment va s'appeler la chronique, si la belle histoire peut nous le dire. Nous sommes tous des conducteurs de travaux. Ah, très bien. À tout de suite.
France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 et le vendredi est avec nous. Il écoute assidûment, ardemment l'émission et il y avait de quoi faire et de quoi dire aujourd'hui. On va voir ce qu'il en advient au travers de sa chronique résumée de cette émission pour conclure cette semaine, La Belle Histoire. Avec le titre de cette chronique, Nous sommes tous conducteurs de travaux. La Belle Histoire, on t'écoute. La Belle Histoire. Donc La Belle Histoire est plus là, je sais pas où il est. La Belle Histoire. Voilà, on t'écoute La Belle Histoire, vas-y, je t'en prie. Ah oui, bah, si tu coupes ton micro, effectivement, radiophoniquement parlant, ça va pas être terrible. On t'écoute. C'est vrai, Allez, c'est parti. Nous sommes tous des conducteurs de travaux. Semaine après semaine, mois après mois, l'humanité se perd dans ses multiples pensées existentielles, niant l'essentiel, là où le spirituel se dispute à l'universel. Nous déplorons une fois de plus la perte de 3 de nos compatriotes hier à Nice, perte qui aurait pu être les nôtres. Meurtris dans notre âme et chair, nous compatissons face à l'horreur, à la douleur des familles, tout comme nous l'avons fait il y a 15 jours auparavant pour le professeur Samuel Paty, assassiné à Conflans-Sainte-Honorine. Aujourd'hui, nous sommes tous des conducteurs de travaux. Et il s'agit pour nous de conduire un travail important, celui d'éclairer les âmes sombres pour les amener vers le savoir et la connaissance. Nombre de musulmans, et pour l'essentiel, condamnent les attentats commis soi-disant au nom d'une religion. Car oui, il s'agit pour nous, Français de confession musulmane, de faire le ménage là où il doit être fait. Entamer un travail profond pour dissocier les mécréances terreurs et faire triompher l'islam des Lumières entre frères et sœurs, quelle que soit la religion confessionnelle des uns et des autres. Les uns pour les autres en solidarité, les autres pour les uns en fraternité. Le musulman n'a pas à se justifier de l'injustifiable, mais s'unit à la communauté nationale pour condamner en tant que citoyen, avant tout citoyen, la barbarie et toutes les ignominies d'où qu'elles viennent. Nous, Français de confession musulmane, sommes fiers d'être Français. Et je pense que la plupart des auditeurs de France Maghreb 2 ce soir l'ont largement témoigné. Mais il est parfaitement honnête de dire qu'il y a des religieux utilisant l'islam à des fins idéologiques et politiques à bannir de nos mosquées et du champ de ceux et celles qui prônent l'islam véridique. Nous devons tous être des conducteurs de travaux, là où la seule politique de l'islam, c'est la paix et la félicité. L'islam n'est pas une idéologie, mais une lumière dans l'obscurité. Les organismes de représentation de l'islam en France ne sont pas à la hauteur des enjeux. C'est alors que c'est à nous, les gens de notre génération, entre autres, de participer et de donner corps à l'islam des fidèles français et d'amoindrir, voire abolir l'islam consulaire. Pour conduire ce travail, il faut une belle architecture, évacuer les extrémismes à la pelleteuse, terrasser le terrorisme, construire en coffrage hermétique un mur entre l'islam et les obscurantismes pour permettre à l'ouvrage d'art d'être lu comme un livre de paix et de spiritualité. C'est notre seconde œuvre de cœur pour apaiser en humanité nos mœurs. Pour ce qui concerne de la question américaine, Trump-Biden, eh bien, j'aurais fait une recette à la Alexis d'Orient. Quand je dis Orient, c'est Orient dans le sens Occident. Vous allez prendre une bouteille d'eau, et une bouteille d'eau importante, c'est une bouteille d'eau de Zamzam. 3 cuillères à soupe de Mazar. Une photo de Donald Trump déchirée, vraiment complètement déchirée, sous un oreiller que vous décousez. Vous mettez à l'intérieur la bouteille et vous recousez l'oreiller et vous dormez avec jusqu'à temps que Donald Trump perd. Peu importe la religion, l'humanité sera sauvée par Iqra. Transmet, lit, apprend, comprend. Iqra. Bismi rabbikallazi khalaq, khalaqan insana min alaq. Nous sommes tous des conducteurs de travaux de nos vies, spirituellement dans l'intimité, républicaine dans notre citoyenneté. Permettez-moi juste de vous dire en conclusion que je vous aime en Allah, mais encore plus davantage, je vous aime tout court. À la semaine prochaine. Magnifique. Ah, il vient de Mantes-la-Jolie, ce type-là, Farid. Eh oui, c'est un pur produit du VF, si je dis pas de bêtises. Et il a complètement raison. Et Dieu sait si à Mantes-la-Jolie, ces sujets-là nous parlent, malheureusement. Merci, La Belle Histoire. Merci beaucoup, Tarek Mami. Un bon week-end à vous. Bon confinement, hein, Tarek. Bon confinement, mon Farid également. Ça y est, tu vas être confiné là, ça y est, il faut rentrer maintenant. Pas tout à fait, mais presque. Ah oui, va falloir penser à rentrer quand même. Exactement. Bon, il y a quand même quelques bars d'ouverts, hein. Il y a des résistants. J'en ai vu. Ouais, moi j'ai une grande pensée à tous nos amis restaurateurs.